Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Pour suivre cette histoire, il va falloir faire l'effort de rentrer dans l'intimité d'une famille chinoise du 12e arrondissement de Paris. Il y a la mère, Keiko, 31 ans, profession nounou, et son mari, Luteux, qui travaille dans le marketing. Il aide des Chinois, comme lui, à développer leur activité. Ça ne marche pas très bien. Il n'a qu'un seul client. Et puis il y a leur petit garçon de 2 ans, Yino. Ils habitent tous les trois dans un immeuble moderne de la rue Taine, entre l'école publique et le marché Dominil, dans l'un des arrondissements les plus calmes de Paris. À la base, c'était des intellectuels en Chine. C'est important, ça. On n'en parle jamais. Quand ils ont émigré en France, comme la plupart des migrants, ils ont dû en rabattre, et pas qu'un peu. Enfants des mamans chinoises qui travaillent, elles. Elles les gardent parfois des semaines entières, du lundi au vendredi, nuit comprise. Son mari Luteux n'aime pas ça. Il trouve que c'est pas assez bien pour elles, pas assez bien pour eux. Son credo à lui, c'est faire la nourrice, c'est pas un vrai travail. Et ces gamins qui pleurnichent nuit et jour, ça l'agace. La maison est devenue une crèche. Parmi ces gamins, il y a Lucas. C'est un nourrisson de 2 mois et demi. Sa mère vient de trouver un job dans un restaurant. C'est une Chinoise, comme Keiko. Elle est originaire de la même province au nord-est de la Chine. Et ce bébé, c'est un peu le chouchou de Keiko. Elle le couvre comme si c'était son 2e fils. Il dort avec elle, dans sa chambre. Le jour, elle veille bien à ce qu'il soit à plat ventre, et la nuit, sur le dos. Parce que c'est dangereux de laisser un bébé sans surveillance sur le ventre. Il risque de s'étouffer. Les consignes de la protection maternelle et infantile sont claires. Ne jamais laisser un bébé tout seul sur le ventre. Et ça, Keiko, elle le sait bien. Mais elle a la crève. Et elle a pris un médicament contre le rhume. Un de ces médicaments qui vous rendent tout flagada sous prétexte de vous aider à dormir. Et donc, elle s'endort. Et quand elle se réveille, en sursaut, à minuit, l'heure du dernier biberon est passée. Le bébé devrait pleurer, il devrait réveiller tout l'appartement. Mais elle n'entend rien. Alors elle se précipite vers le couffin et elle découvre le petit Lucas à plat ventre, violacé, un filet de bave rougeâtre qui coule de ses lèvres. Elle voit tout de suite qu'il est mort, bien sûr, mais elle ne veut pas y croire. Alors elle essaye de le réveiller. Elle le porte jusqu'à la salle de bain et elle l'asperge d'eau fraîche. Mais non, il ne bouge plus. Mort subite du nourrisson. Elle est en larmes et elle va voir tout de suite son mari qui est en train de surfer sur Internet dans le salon. Et elle lui tend le bébé. Lucas est mort, chérie. Il s'est étouffé. Le mari est tétanisé. C'est ta faute. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée de garder les enfants. Il faut que t'appelles la police. Appeler la police. À cet instant précis. C'est un accident. Ils appellent la police. Il y aura une autopsie. Et ils verront bien que c'est une mort subite. Et normalement, il n'y aura pas de suite. Mais ils ne vont pas appeler la police. Non. Non, on va pas appeler la police. On va appeler les parents et on va négocier avec eux. On va s'arranger entre nous.
Les pompiers, se dit Keiko. C'est trop tard. Ils ne vont pas ressusciter le petit Lucas. Et la police? Ah, la police, elle en a peur. Elle en a peur parce que ce job de nounou, c'est du black. Elle fait ça au noir. Elle ne déclare rien. Alors cet accident peut lui coûter très cher. Trop cher. Sans compter que les parents du petit Lucas, ils sont sans papier. À eux aussi, ça peut valoir des ennuis. Il ne manquerait plus qu'en plus d'avoir perdu leur bébé, on les expulse de France. Et puis si la police les emmène, elle et son mari, que va devenir le petit Yino, son fils chéri? On va le mettre dans un foyer? On va le mettre dans une famille d'accueil? On va le mettre dans un orphelinat? Ça, pas question. Il vaut mieux trouver un arrangement avec les parents de Lucas. Il faut leur proposer une indemnisation. Je sais, ça peut paraître choquant, mais en Chine, on arrange souvent les choses avec de l'argent. Et puis après, les parents feront comme ils veulent. S'ils refusent, ils pourront toujours aller voir la police. Mais en attendant, ça se tente. On est au milieu de la nuit, et Keiko et Luteux reposent le bébé mort dans son berceau, et ils se recouchent, et ils se rendorment. Le lendemain matin, avant de partir au travail, Luteux dit à Keiko, « Si tu n'appelles pas la police, alors appelle les parents. Tout de suite !» Et lui, eh bien il la plante là. C'est pas son problème. Qu'elle se débrouille. Le premier souci de Keiko est de mettre son fils Yino à l'abri, chez une amie. Ce n'est qu'ensuite qu'elle appelle Ying, la mère de Lucas. Mais elle n'arrive pas à lui dire la vérité au téléphone. Elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Alors elle lui dit, « Tu peux venir récupérer Lucas aujourd'hui ? Je suis trop enrhumée. » Et elle s'assoit et elle attend. Elle réfléchit à ce qu'elle va dire aux parents, pourvu qu'ils ne balancent pas tout à la police, pourvu qu'ils la couvrent. Le temps passe, les parents ne sont toujours pas là, et c'est le mari, Luteux, qui rentre du boulot. Et le corps du petit Lucas est toujours dans son berceau, dans la chambre, depuis le milieu de la nuit précédente. Finalement, les parents arrivent en fin d'après-midi. Et c'est là que ça va dégénérer. Keiko ne trouve pas les mots pour dire ce qui s'est passé. Alors elle présente le bébé couvert d'un linge blanc et elle se contente de dire « Il s'est étouffé ». La maman comprend tout de suite et le papa aussi. Et en une seconde, ils basculent dans une fureur totale. Et on peut les comprendre. La maman se jette au cou de Keiko en hurlant « Mais pourquoi tu l'as pas sauvé? Mais pourquoi tu l'as pas sauvé ?» Et le père attrape une feuille de boucher dans la cuisine. C'est un gros couteau bien tranchant dont se servent les Chinois pour émincer la viande. Et il se jette sur lui. À ce moment-là, Keiko attrape une hachette, un outil de jardinage qui, étrangement, se trouve dans le couloir. Elle frappe d'abord la mère de Lucas, qui s'écroule. À ce moment-là, son mari est en mauvaise posture. Alors elle frappe le père, toujours avec la hache. Il y a maintenant 2 adultes qui gisent sur le sol et un bébé mort
sous un linge blanc. Vont-ils appeler le SAMU ? Vont-ils appeler la police ? Tenter de sauver les parents qui peut-être ne sont pas morts ? Non, bien sûr que non. Ils vont s'arranger. Rendez-vous compte, il leur aurait suffi, cette nuit, d'appeler les secours. Une autopsie aurait évidemment confirmé que c'était une mort subite. Et les voilà, avec 3 cadavres sur les bras. Imaginez la scène. Sur le carrelage gisent les 2 cadavres. Et tout près, sous un linge blanc, il y a le corps du bébé. Keiko, la nounou, est désemparée. Et son mari, Luteux, est blessé. Il a les mains et les bras lacérés, des coupures sur le visage et sur le torse. Il est couvert de sang et à demi inconscient. Alors Keiko l'aide à se hisser sur le canapé. Il est prostré, il est en état de choc. Il vomit plusieurs fois. Elle désinfecte les plaies, elle recoue ses blessures et elle l'installe dans la chambre, sur le lit. Et maintenant, elle sait ce qu'elle a à faire. Oh oui, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle va faire disparaître les corps. Alors elle les traîne jusqu'à la salle de bain, malgré sa petite taille et son poids plume. Et le lendemain, la voilà qui coupe, qui désosse avec des ciseaux, avec des couteaux de cuisine, avec la fameuse hachette et avec une petite scie électrique qui marche coup-ci, coup-ça. Elle fait comme elle peut, avec un seul souci, que les 2 corps ne soient plus identifiables. Depuis sa chambre, Luteux, un peu groggy, lui crie « On est allé trop loin ! Il faut appeler la police !» Mais elle ne veut pas entendre. Son mari dira plus tard qu'elle était comme hantée, qu'elle avait un regard vide, sans aucune expression. On aurait dit, dit-il, qu'elle était folle. Ensuite, Keiko emballe les morceaux dans plusieurs sacs plastiques. Son idée, c'est d'aller les disperser dans le bois de Vincennes, du 12e arrondissement. C'est pas loin. Ils vont y aller à pied, tous les 2, Keiko et Luteux, en suivant le trajet du bus 46. Lui tirant un caddie et elle utilisant la poussette de son propre fils. Luteux dira « Je marchais dans le noir vers l'enfer ». Sur place, ils creusent des trous et ensevelissent un à un les paquets. Tant bien que mal, jusqu'au petit matin. Mais ils n'ont pas réussi à tout prendre. Alors Keiko va se débarrasser des derniers paquets dans les poubelles de son quartier, autour de la place Daumesnil. Elle est épuisée, et avec le peu d'énergie qui lui reste, elle nettoie l'appartement de fond en comble. Si on résume, le bébé est décédé le 23, ses parents sont tués le 24, les corps sont découpés et enterrés le 27. Le 28, le mari, Luteux, prend un aller simple pour Shanghai. Le 30, Keiko et le petit Yino s'enfuient à leur tour vers la Chine. En théorie, c'est la fin de l'histoire. En théorie, seulement. À Paris, la famille des 2 parents assassinés commence à s'inquiéter de ne plus avoir de nouvelles. Ils se parlaient tous les jours au téléphone et ils se voyaient tous les week-ends. Et là, plus rien, plus de nouvelles. Le frère jumeau de la mère raconte « J'ai essayé de la contacter 3 jours de suite sans réussir à la voir. J'étais très inquiet, j'étais angoissé. Je suis allé voir la police au commissariat du 15e arrondissement. Les pompiers ont réussi à entrer chez elle. Mais ils n'ont rien constaté d'anormal. C'était comme si elle avait quitté son appartement précipitamment. Le chat avait tellement faim qu'il ne pouvait plus marcher. » Sur le portable de sa sœur, il trouve un message de la nounou.
Oui, bonjour, écoute, je n'arrive pas à te joindre, mais il y a encore des couches et des vêtements de Lucas chez moi. Il faudrait que tu viennes les récupérer. Le mensonge est gros comme une maison. Et le frère tente de joindre immédiatement Keiko, en Chine. Et elle décroche. Tu as des nouvelles de ma sœur? Elle a disparu depuis des jours. Je suis mort d'inquiétude. Keiko lui répond. Écoute, depuis que ta sœur est venue récupérer Lucas chez moi, j'ai plus de nouvelles. Et elle ajoute. Elle est très gentille. Comment ça se fait qu'elle a disparu? Et elle ajoute encore. Je suis inquiète moi aussi. Dès que tu as des nouvelles, surtout, avertis-moi, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et pour expliquer ce voyage impromptu en Chine, elle dit que son beau-père a fait un AVC. Du côté du commissariat du 15e arrondissement, on est au courant, mais rien ne bouge. Après tout, ces gens-là ont pu disparaître. C'est leur droit. Mais le 7 juin, on retrouve un morceau de jambe près du parc floral, dans le bois de Vincennes. La brigade criminelle ouvre une première enquête. Le 15 juin, c'est un buste qui apparaît dans un sac à moitié déterré. Ouverture d'une seconde enquête. Et au 36 quai des Orfèvres, on commence à penser à la mafia chinoise, à une triade, avec cette réserve quand même. Le dépeçage est trop amateur. Quand la mafia s'occupe d'un cadavre, on ne le retrouve pas aussi facilement que ça. En tout cas, pour l'instant, personne ne fait le lien entre la disparition de la famille chinoise et ces morceaux de corps asiatiques retrouvés au bois de Vincennes. Mais en parallèle, une autre enquête est en cours, une enquête menée par la communauté chinoise. Sur les forums internet fréquentés par les Chinois de Paris, on commence à faire le lien entre la disparition de la famille du petit Lucas et le départ de sa nounou en Chine. Les Chinois de Paris savent que Keiko est la dernière personne à avoir vu les trois vivants et que elle, son mari et son fils ont quitté la France juste après. Et maintenant, sur les forums chinois, on commence à proférer des menaces contre Keiko et contre Luté, et surtout contre leur petit enfant, le petit Yino. Et joie de l'Internet, évidemment tout cela parvient en Chine. Sur 2 sites chinois, on trouve même des avieux comprennent vite qu'ils ne sont plus en sécurité en Chine. D'autant que les victimes et la nounou étaient originaires de la même province qu'eux. Un jour ou l'autre, on va finir par les retrouver. On va finir par leur régler leur compte. Et si la police chinoise apprend ça, hein, qu'est-ce qui va se passer? On peut être condamné à mort en Chine pour ça. 3000 criminels ont été exécutés en Chine cette année-là. Alors, après avoir confié le petit Yino à ses grands-parents, Keiko et Luteux décident de rentrer en France. 3 semaines après le drame, les voilà de retour à Paris. Chez eux, Rutaine. Et sur la porte de leur appartement, ils trouvent une convocation à la brigade des mineurs. C'est écrit dessus. Interdiction de rentrer chez vous avant de vous être présenté au service de police. À ce moment-là, ils ont la bonne idée de consulter un avocat parisien qu'un ami de la famille leur a recommandé. Maître Alexis Gage, qui est effaré par leur confession. Ils me racontent leur histoire, j'y crois pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont agi comme ça. Ils me disent non, on n'appelle pas le SAMU, non, on n'appelle pas la police. Et ils me disent oui, je veux mourir, oui, je ne veux pas vivre avec ça, oui, je veux rentrer en prison. Ils sont restés dans le cabinet de l'avocat 6 heures. 6 heures pour préparer leur défense. Et à la fin, ils vont se livrer à la police.
Enfin, pas tout de suite, car vous n'allez pas le croire. Mais à la brigade des mineurs de Paris, où ils se présentent, on leur dit écoutez, on est vendredi après-midi, on ferme, revenez lundi. Hallucinant. Évidemment, ils n'ont pas encore déballé toute leur histoire. Pas encore. Mais enfin, quand même. Alors ils rappellent leur avocat. Maître, on est à Châtelet. Qu'est-ce qu'on fait ? L'avocat finit par appeler un de ses amis qui est commandant à la brigade criminelle au 36 quai des Orfèvres. Je t'assure, tu devrais écouter ce qu'ils ont à te dire. Alors finalement, le commandant les reçoit dans les locaux du 36 et la nounou raconte tout. Et les policiers sont sidérés. Et Keiko insiste sur un point. Elle a tout fait toute seule. C'est elle qui a tué le père et la mère. C'est elle qui a démembré les corps et c'est elle qui les a transportés au bois de Vincennes et qui les a enterrés. Son mari n'a rien fait. Rien, vous entendez ? Rien. Europe 1, on de la raconte. Le procès s'ouvre en janvier 2016 devant la cour d'assises de Paris. Et l'enjeu, tout l'enjeu, est de savoir si elle a fait ça toute seule, comme elle le dit, ou si son mari Lutteux a été son complice. Pour l'instant, tous les deux sont dans le box. Et elle dit, c'est à cause de moi. C'est moi qui les ai tués. J'aurai des remords jusqu'à la fin de ma vie. Et lui dit, je n'ai pas aidé ma femme. J'ai moi-même été aspiré dans un tourbillon de cauchemars et de violence. Pour être certain d'être traité à part dans ce dossier, Lutteux n'a pas pris le même avocat que sa femme. Il a carrément pris le meilleur avocat de France, maître Dupond-Moretti, surnommé acquittator parce qu'il collectionne les acquittements devant les cours d'assises. Et il a été bien inspiré de casser sa tirelire pour s'offrir Dupond-Moretti. Parce que, comme à son habitude, Dupond-Moretti va se battre pour lui comme un chien. 2 fois, il demande aux enquêteurs « Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il a participé au meurtre ?» Et 2 fois, les enquêteurs sont bien forcés de répondre « Rien ». Car en vérité, il n'y a pas dans mon dossier un seul élément qui prouve qu'il a participé au meurtre. Pas un seul. Et l'avocat général l'a bien compris. Il ne s'acharnera pas sur le mari. Quand je ne peux pas faire une démonstration, je ne vais pas utiliser le sentiment. Je pense que vous rendrez la décision que je vous demanderai de rendre, de l'acquitter. Un avocat général qui demande un acquittement, ça arrive, mais c'est très rare. La voilà donc seule, Keiko, pour porter toute la culpabilité du massacre. Elle prend tout sur ses épaules, mais on bute sur le pourquoi. Pourquoi cet acharnement ? Pourquoi cette explosion de violence ? Celui qui l'avait amenée à se dénoncer et qui la défend toujours révèle qu'elle est malade, qu'elle est dépressive, qu'elle voit un psychiatre 2 fois par semaine et que celui-ci lui a prescrit des antidépresseurs. Ensuite, on raconte son enfance en Chine. Sa mère, qui était très dure, autoritaire, mal aimante et violente parfois, et qui l'a placée dans une école militaire à l'âge de 3 ans et jusqu'à ses 6 ans. Une école militaire en Chine à 3 ans. Évidemment que ça laisse des traces. « 3 ans. Tiens, justement, c'est l'âge de son fils, Yino. Et ça ouvre une piste pour qui veut tenter de comprendre. Est-ce qu'elle n'a pas supporté l'idée que Yino soit placé dans un orphelinat après la mort du bébé ? Est-ce que c'est ça, son moteur ? Car à chaque fois qu'on lui pose la question « Mais pourquoi ne pas avoir appelé la police ?» À chaque fois, elle répond « Et que serait devenu Yino ? Je voulais d'abord mettre Yino à l'abri. » Dans sa plaidoirie finale, l'avocat général dit
Elle n'a qu'un seul phare dans sa vie, dans cette nuit. C'est son gamin, c'est Yino. Et tout y passera, tout. S'il faut tuer 2 personnes, on tuera 2 personnes. S'il faut découper, on découpera. S'il faut enterrer, on enterrera. C'est Yino, Yino, Yino. S'il faut l'emmener en Chine, on le fera. Et après, il faut sauver sa peau. Pas pour elle, je ne le crois pas, mais pour son fils. Oui, pour son fils. La fin du procès approche, et ses avocats comptent plaider la légitime défense. C'est Maître Gage qui défend une dernière fois Keiko, celui qu'elle était allée voir à son retour de Chine pour se livrer à la justice. Et il plaide la légitime défense. Keiko a fait face à une agression sauvage de la part des 2 parents. Si elle n'avait pas réagi, elle serait peut-être morte. Alors elle prend le premier objet qui lui passe sous la main pour se défendre. Elle se retourne et dans le mouvement, elle tape. Et après, pour protéger son mari qui est déjà en sang, elle frappe aussi le père. L'avocat dit, elle a eu cette pensée instinctive, s'il tue mon mari, alors je meurs aussi. Il me tue, c'est sûr. Le délibéré dure 7 heures. C'est beaucoup, 7 heures. Et à 23 heures, le 10 janvier 2016, les 6 jurés parisiens et les 3 magistrats de la cour d'assises prononcent l'acquittement pour le 2 et condamnent Keiko à 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés n'ont pas retenu la légitime défense. Pour eux, c'est un homicide volontaire. Les coups ont été portés pour tuer. Et Keiko n'a pas fait appel. L'avocat général non plus. Le verdict est définitif. Depuis qu'elle est en prison, Keiko fait preuve d'un comportement exemplaire. Son prochain défi sera de dire les choses à son fils, qui forcément un jour posera des questions. Et elle vit avec l'espoir de le retrouver, c'est normal. En achevant sa plaidoirie, son avocat a dit « Vous pouvez la voir comme un monstre, mais je vous en conjure, regardez-la comme elle est. » Jolie formule. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.